Il me semble qu'une bonne manière d'introduire cette intervention serait de poser une question. Celle-ci revient de manière systématique lorsque j'évoque le sujet dont je vais vous entretenir pendant les 10 prochaines minutes. Cette question est la suivante. Qu'est-ce que la psychologie d'orientation psychanalytique peut bien avoir à faire avec l'architecture? Ou plutôt, qu'est-ce qu'on en a à faire de l'architecture? Ce que nous pouvons traduire par « je ne vois pas l'utilisation potentielle d'une telle recherche dans notre champ de pratique ». Au diable cet impératif utilitaire. Loin de moi l'idée de fournir ici une justification qui ne serait que branlante. Il s'agit plutôt de mettre en lumière ce qui pour moi fait nécessité. Nécessité à parler de l'architecture, à faire parler l'architecture, à entendre ce qu'elle nous dit et comment elle nous parle. Architecture et psychanalyse ont tout à voir, et cela dès l'élaboration première de la psychanalyse par Freud. Il nous faut commencer à penser ce lien et cesser de passer à côté de ce que nous enseigne l'architecture. La psychanalyse se soutiendra en premier lieu d'un rapport métaphorique à celle-ci, empruntant sans cesse son vocabulaire, le lieu de l'autre, habiter son corps, habiter le langage, construction délirante. Elle ira plus loin en décrivant la psyché comme une construction. Dali associera architecture moderne et les photographies des malades hystériques de Charcot. Les instances psychiques sont spatialisées chez Freud, ce sont les topiques. Puis, Lacan théorisera la topologie des surfaces. Ajoutons à cela que la cure chez Freud a vocation à déconstruire, reconstruire du sujet. Là où était le ça, je doit advenir, c'est-à-dire en un lieu doit s'ériger, se construire quelque chose qui me fait émerger, qui me bâtit comme sujet. Mais alors, si la psychanalyse emprunte des mots à l'architecture, peut-être pourrions-nous imaginer que c'est parce que celle-ci a à nous apprendre de ce qu'est le psychisme. La dimension psychanalytique émerge surtout dans l'impossible à dire que porte l'architecture. La description d'un bâti n'est jamais complète, jamais satisfaisante, quelque chose échappe. Alors on invente un discours autour de la fonctionnalité, de l'esthétique, de la technique. On comble le trou, mais on n'en dit rien. L'architecture, c'est qu'une histoire de trou au final. Lacan en attrape quelque chose dans Éthique de la psychanalyse lorsqu'il rapproche l'hystérie de l'art et nous permet déjà l'élaboration d'une réflexion sur l'architecture. Parce que l'architecture entoure, donne corps au vide, il nous dira « l'architecte est là pour ça, faire des murs ». Tentative similaire à celle de l'hystérique, tentative de se faire un corps, d'organiser le vide. Alors seulement notre élaboration peut commencer en ne faisant plus de l'architecture un simple objet métaphorique du corps humain, mais en émettant l'hypothèse que l'architecture, comme la structure, s'organise par et autour du langage. Aujourd'hui, je souhaitais développer plus précisément une question qui m'est apparue un soir, en passant devant l'immeuble Jean Nouvel du Marais. Cet immeuble, je le voyais quasiment chaque jour, depuis plusieurs mois. Mais la nuit, les choses ressortent différemment du paysage urbain. C'est que la lumière dans la nuit attire plus l'œil. Je passe ainsi devant cet immeuble et vois une femme dans sa cuisine. Scène de la vie quotidienne, offerte pourtant à tous, du fait de la caractéristique architecturale principale de cet immeuble, sa façade de verre. Une façade qui ne cache pas, qui au contraire offre à voir. Ce bateau de verre est devenu la pièce architecturale maîtresse de Rennes, probablement du fait de la célébrité de son architecte-penseur, mais aussi par la volonté de la mairie. Cet immeuble fut rapidement présenté comme l'incarnation de ce que Rennes pourrait être en 2050, mais aussi le point de départ d'une obligation de la ville de Rennes pour les promoteurs de construire des immeubles avec un certain pourcentage de vide. Par ce procédé, quid de la distinction entre privé et public? Ce choix de l'architecture vitrée comme incarnation d'un renouveau, comme image futuriste de notre société, ne vient-il pas parler de la disparition de cette limite pourtant précieuse? La transparence en architecture se retrouve dans beaucoup de réalisations modernes, chez Neutra, Van der Rohe, Lloyd Wright. Chez Barthes, dans Glass Architecture, en 1914, va jusqu'à prévoir que certains architectes contemporains tenteront de faire disparaître les murs de nos appartements. Les murs, ça vient entourer le vide, ça contient. Charlotte Bérat, pour témoigner de l'infiltration dans les esprits du totalitarisme pendant le Troisième Reich, rapporte un rêve d'un patient. Elle raconte « Mon appartement perd brusquement ses murs, effrayé, je regarde autour de moi, aussi loin que porte le regard, plus de murs aux appartements. On voit bien que perdre ces murs,
c'est perdre ce qui nous protège du regard et du contrôle. Le verre laisse passer le regard, un regard susceptible de jouir sur notre dos. Cette jouissance du regard, c'est ce que Pardo, en 2010, soulève. Du côté du réel se manifeste la pulsion scopique qui fait surgir la jouissance du regard. Ce que l'analysant de Charlotte Bérat nous expose, c'est l'effroi pas tellement de perdre ses murs, mais plutôt qu'en se réalisant sujet percevant, il devient sujet perçu. Et c'est justement là que se loge l'horreur. C'est tous ces regards qui me mangent du huis clos. Parce que justement, sans mur, il n'y a pas de huis clos. Sans mur, c'est la porte ouverte au regard des autres. C'est l'invasion du scopique. C'est la prise de conscience de la préexistence de ce regard qui jaillit devant nous et qui fait effraction. Lacan, rappelant Merleau-Ponty, nous enseigne. Ce qu'il s'agit de cerner, c'est la préexistence d'un regard. Je ne vois que d'un point, mais dans mon existence, je suis regardé de partout. Construire en vers, c'est le mettre en exergue. Lacan poursuit. J'entends, et Maurice Merleau-Ponty nous le pointe, que nous sommes des êtres regardés dans le spectacle du monde. Ce spectacle, les habitants du genre Nouvel y participent, nous offrant à voir leur quotidien, un peu de leur intime, mais pas trop. Remarquons que ce sont les espaces publics de l'appartement que nous pouvons voir de la rue, ceux dans lesquels l'intime de la chambre et l'extime de la rue se rejoignent comme un sas accessible aux autres. Finalement, c'est de l'intime au compte-gouttes que les habitants du genre Nouvel offrent à la vue. Ils en jouent, comme une femme, satisfaite de se savoir regarder, à condition qu'on ne lui montre pas. Et c'est peut-être bien parce que jamais l'habitant ne croise le regard du passant qu'il peut y vivre dans cet immeuble de verre. Omnivoyeur mais pas exhibitionniste, nous dit Lacan. En dévoilant leur quotidien, leur demeure, les habitants exhibent ce qu'ils ont, ils exhibent leur statut, leur argent, ils exhibent leur place dans la hiérarchie sociale, ils révèlent aux autres ce que eux ont et que les autres n'ont pas. Quel bel immeuble, qu'est-ce que ça doit être bien d'y habiter, si j'avais de l'argent. Voilà ce qu'on peut entendre de la bouche de celui qui tombe dans le jeu de cette architecture et qui en aimerait bien un bout de ce semblant de phallus. L'habitant nous dévoile ce qu'on est, supposé ne pas avoir, pour nous plonger en même temps dans la honte de ce qui nous manque, nous dit Lacan. Il brille, cet immeuble, objet agalmatique de la ville de Rennes, semblant de phallus. D'ailleurs, peut-être que nous pourrions nous l'offrir si nous avions de l'argent. Ce qu'il nous faut noter, c'est que le être vu suppose aussi le voir. C'est ce que nous fait remarquer Pardo lorsqu'elle parle du dispositif méduséen. Il y a une réversibilité du voir et de l'être vu. C'est donc du voir qu'il nous faut à présent parler. Un étudiant en architecture avec qui j'ai souvent échangé sur cet immeuble souleva un jour ce point que je trouve extrêmement riche. Il définit l'habitant de l'immeuble comme un individu qui regarde les autres vivre, autres qui ne sont que masse passante, lorsque lui se réalise en tant qu'un sans avoir à affronter les autres. Ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il s'imagine être le rapport aux petits autres des habitants de l'immeuble. Ce qu'il nous dit, c'est aussi qu'en regardant par la fenêtre, ça nous parle, ça parle de nous, ça nous renvoie quelque chose de notre propre rapport aux choses. Un des clichés du photographe Helmut Newton vient tout particulièrement illustrer cela. Une femme devant sa fenêtre, tenant un miroir, y regarde son visage. Par ce surcadrage, Helmut Newton vient poser la question de la place du spectateur, comme l'a fait Velasquez dans les Ménines. Qui observe qui? Teulade relève que notre siècle est celui de la transparence, du parler vrai, de l'objectivité, du rejet de l'incertitude. Nous rajouterons que notre contemporanéité est celle du contrôle. L'immeuble Jean Nouvel semble refléter cela à la perfection. Les fenêtres disparaissent pour laisser place à une façade de verre qui offre tout à voir. Notre modernité est celle du dévoilement, de la jouissance à tout va et du refus de la castration, du refus du trou, de l'insupportable du manque. D'ailleurs, la pulsion scopique est celle qui élude le plus complètement le terme de la castration, nous enseigne Lacan. Le Cap Maille en est l'exemple typique. De là où nous nous plaçons, l'architecture vitrée serait alors une manière pour l'architecte de refuser ce vide fondamental. Le verre sans cadre pourrait jouer cette fonction de refus du vide, de refus du manque à être. C'est une manière d'en appeler au scopique pour contempler notre environnement sans cesse. Au sein de notre contemporanéité, nous sommes pris en permanence dans ce scopique. Nous sommes regardés de toutes parts, au même titre que quasiment tout nous est offert à la vue. Le scopique crie qu'il est partout, et même l'architecture s'y met.